retrouve aujourd'hui pour la FAQ dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Ça fait longtemps qu'on doit l'enregistrer et on l'a déjà enregistré 3 fois. Et en fait, sur les 3 fois où on l'a enregistré, il n'y en a pas une seule qui a marché. Et c'est la faute d'Aurélie. Voilà. Donc on la recommence, on va espérer que ça fonctionne. Voilà, donc grosso modo, je vais lire toutes les questions que j'ai regroupées par thème et donc je vais vous les lire et on essaye d'y répondre le plus brièvement possible. Quand et comment vous êtes-vous rencontrés? Depuis quand vous connaissez-vous? Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Moi, à la base, j'étais en contact avec une autre éleveuse qui élevait pas du tout du syrien et moi, j'étais partie pour élever du syrien, donc il fallait que je rencontre une éleveuse de syrien. C'était Aurélie qui me faisait peur au début. Et que j'ai finalement osé contacter. Et puis après ça s'est fait de fil en aiguille, enfin, on s'est vu une fois lors d'une expo et puis alors après c'était parti et puis voilà, on se retrouve là. Mais je pense que c'est passé tout de suite en fait entre nous. Ah carrément, après que j'ai eu plus peur d'elle, c'était impeccable. Je pense que j'ai tellement eu peur d'elle que je me suis dit ouais mais de toute façon faudra que ça le fasse. Mais ouais non c'est passé. Et depuis on se lâche plus. Quel est votre rongeur préféré? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous aimez chez le hamster? Mon rongeur préféré, sans surprise, c'est le hamster. Moi aussi, hein, je précise pas. Mais... Qu'est-ce que j'aime chez le hamster? J'aime bien le fait que ça ait du caractère, que ce soit pas un animal trop facile non plus, pas trop envahissant. C'est-à-dire que chez moi, ils sont dans une pièce, donc j'ai pas à m'en occuper en dehors du temps que je leur consacre. C'est pas qu'ils vont faire une ingérence dans ma vie personnelle. Au-delà du fait que ce soit super mignon et tout, c'est surtout le fait que j'aime pas les animaux qui dépendent totalement de moi constamment en fait. Typiquement, j'ai pas de chien aujourd'hui pour cette raison-là. Moi, je sais que j'ai des hamsters, s'ils sortent pas pendant 3-4 jours, ils tapent pas une dépression, quoi. Même niveau alimentation, c'est facile. Et puis au niveau du caractère, il y a des jours ils ont envie, il y a des jours ils ont pas envie et voilà. Le fait que le hamster, qui s'entende bien avec moi, mais que si n'importe qui rentre dans la pièce, il va pas forcément s'entendre avec n'importe qui. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherche en fait. C'est des animaux avec qui il faut travailler un petit peu pour obtenir quelque chose, et c'est ça que j'aime bien. Les Russes, s'il a envie aujourd'hui, il aura envie demain, après-demain, après-après-demain, après... Enfin, pour moi, hein, je comprends qu'il y a des gens qui adorent les Russes, mais moi je trouve ça trop monotone. Le Campbell, clairement, c'est typiquement le hamster. Aujourd'hui, il aura envie parce qu'il est bien luné, et puis demain, il sera mal luné. Alors, il va pas être méchant pour autant, mais demain, il n'aura pas envie de sortir ou ce genre de trucs. Alors, quel est votre type couleur de hamster préféré? En fait, c'est une question qui a l'air super simple, super compliquée pour un éleveur, c'est une catastrophe. Hein. Là maintenant, tout de suite. Oui, parce que demain, ça aura changé. Voilà, c'est ça le problème. Là maintenant, tout de suite, je dirais, elle va détester. Hein. Soit tout ce qui est très clair, angora, soit du dalmatien avec une couleur pastel comme du bleu ou du dove ou du silver dove dalmatien, sur du poil court alors plutôt. Putain, du dalmatien avec du silver. Je le savais dire. En fait, elle avait un truc blanc, voilà. Blanc avec de temps en temps une petite tache. C'est mieux s'il y a une tache. C'est mieux blanc avec un peu de tache. C'est tout l'inverse de moi. Et moi, un hamster sépia, vous savez, c'est un hamster très foncé mais qui ont des lunettes très claires. On a l'habitude, c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Et oui, on élève ensemble, hein, on y arrive. Hein. Mais ouais, voilà, moi ça serait plus un sépia, ou alors ouais, du bleu, mais par rapport à l'élevage, c'est pas possible. Mais moi, j'aime les trucs unis. Moi, s'il y a des taches. Et typiquement, moi j'aime bien les taches, j'aime bien les marquages, j'aime bien quand il y a du blanc, j'aime bien les écailles de tortue. À quel âge avez-vous votre premier rongeur et votre premier hamster? Mon premier rongeur était un hamster, j'avais 6 ans. On n'y connaissait rien, il venait de chez mes voisins qui avaient un couple dans une boîte de rangement grande comme une boîte à chaussures. Il était tout seul, c'est déjà ça. J'avais 6 ans, donc c'était en 88. Donc forcément, pas internet, petite cage, il sortait la journée parce que je le sortais. Mais il était gentil. Donc c'était un hamster aussi, pas de surprise. Bon, j'avais dans ces eaux-là aussi 6-7 ans. Alors moi pour bien faire, j'avais pris 2 Syriens dans une habitraille. Bon à l'époque, j'avais même pas d'ordinateur à la maison. Il était censé être 2 femelles et puis 2 semaines après, j'avais 8 Syriens dans une habitraille. Et pour bien faire, j'ai gardé un mâle et puis ils ont vécu à 3. Jusqu'à ce que je les perde les uns après les autres, hein, forcément. Comme quoi tout le monde passe par là, hein. Tous c'est les boulettes. Hein. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, c'est à partir du moment où on sait qu'on fasse les choses en fonction. Alors, qu'avez-vous d'autre comme animaux? Alors, moi j'ai 2 chats, beaucoup de hamsters et une souris. À l'instant T où je tourne cette vidéo, j'ai ça. Ça va vite changer. Alors, moi actuellement, ça va encore aussi en fait pour le moment. Oui, on est dans une période soft, je trouve. On en reparle après. Donc j'ai des hamsters, j'ai un chien. J'ai 3 chats, donc tout ça je vous ai présenté dans la vidéo qui date déjà maintenant. Bon, promis, je vous la fais sur mes chats bientôt. Et alors j'ai encore un groupe de souris, femelles, mais qui commence à diminuer, elles commencent à avoir de l'âge aussi.
Alors, est-ce que lorsque vous dites à d'autres personnes que vous avez ou que vous élevez des hamsters, est-ce que les gens se moquent? Quelles sont les réactions? Alors clairement, je ne le dis pas à tout le monde parce que d'une part, ça vient pas forcément dans la conversation, ils n'ont pas besoin de savoir, les gens que je connais pas plus que ça n'ont pas besoin de savoir. Quand je commence à en parler, c'est vrai que parfois ça fait sourire, mais une fois qu'on en parle posément et qu'ils voient un peu le projet qu'il y a derrière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses depuis les années. Moi j'ai ouvert des clubs, j'ai fermé des clubs entre temps, on a fait des standards, on fait des expos, on est très actifs dans le domaine. Et je pense qu'à partir du moment où, oui, on a beaucoup d'animaux, mais ils voient que c'est une passion à part entière, que c'est pas juste un truc dans notre coin, genre je collectionne les animaux et je suis contente. À partir de ce moment-là, en général, ça passe très très bien. Les gens sont pas moqueurs, ils sont étonnés, curieux plutôt qu'autre chose en général. Ouais. Et puis très honnêtement, moi c'est pareil, ça n'est pas dans les discussions. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis éleveuse de hamster. Non, ça se fait pas beaucoup. Les gens, la plupart du temps, les gens savent même pas ce qu'on fait dans la vie. Donc, Mais sinon, la règle c'est un peu l'ignorance en fait. C'est-à-dire que si la personne est un peu moqueuse, alors soit je rentre dans son jeu et du coup je suis encore plus moqueuse que la personne et elle se sent vite gênée et donc ça s'arrête là. Sinon, tout simplement, je réponds pas, je dis oui, c'est des hamsters. Alors, combien de hamsters avez-vous? Actuellement, donc avant l'expo qui arrive, je suis à 10 Syriens, 2 Russes, un robot et un hybride. Moi, je sais pas exactement, hein, c'est à 2-3 près. 10-11 Syriens, 15 Campbell, une Russe. Alors, on part sur la catégorie élevage. Pourquoi avoir voulu faire un élevage? Quel a été le déclic? Comment avez-vous commencé? Aviez-vous un mentor et chez qui vous êtes-vous renseigné? Donc j'ai groupé tout ça ensemble parce que sinon on va répondre à tout en même temps de toute façon. Voilà. Moi, pourquoi j'ai démarré l'élevage? En fait, je suis une passionnée de génétique de façon générale. En fait, c'est quelque chose j'ai toujours adoré. Au début, j'avais fait une formation dans les chevaux. Et du coup, j'étais censée démarrer un élevage là-dedans. Un accident a fait que ça n'a pas été possible. Mais du coup, voilà, j'ai toujours été passionnée d'élevage. Et quand je me suis intéressée au hamster, rapidement, 1 c'était sympa, 2, 3 c'était mieux. Dans la foulée, j'ai adopté une Campbell chez Serious Moonlight à l'époque. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était gestante. Et donc j'ai eu des petits à la maison et là je me suis dit, ça c'est un truc qui me plaît. Enfin déjà de base, ça me plaisait. Mais ça a été la confirmation que je voulais être éleveuse en fait. Et ça a été le déclenchement de tout. J'ai rapidement commencé mon projet d'élevage et tout, je savais ce que je voulais. Et c'est là que j'ai rencontré Aurélie du coup, et avec qui j'ai appris ce qui me manquait parce que j'avais eu beau m'être beaucoup renseignée avant. Je me dis j'en avais peur donc, j'arrivais blindée quoi. Je savais ce que j'allais lui demander. Oui mais à l'époque j'avais peur de toi. Donc je savais ce que je voulais, j'avais déjà de bonnes bases. Je voulais juste en fait une personne qui me disait oui vas-y. Elle m'a dit oui vas-y, j'y étais. Et voilà, et puis de fil en aiguille, après, ça s'est fait comme ça. Alors, moi j'ai commencé, donc ça remonte en 2003. À l'époque c'est pareil, on commençait à avoir internet, mais c'était vraiment très peu. Donc j'avais acheté un hamster en animalerie qui était vraiment très chouette, avec qui j'avais une relation très proche. Et pour la Saint-Valentin, mon compagnon de l'époque m'avait acheté une femelle, et je m'étais dit, je veux des bébés. Sauf que, évidemment, c'est moi, j'ai pas mis le mâle et la femelle, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais une pile de docs, j'avais des post-it partout dans ma chambre pour m'apporter, enfin c'était un truc de fou. Sauf qu'évidemment les recherches c'était ce que j'avais dans les bouquins de l'époque, donc les bouquins de l'époque qui sont les mêmes que ceux de maintenant d'ailleurs au passage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se fier en général à ce qu'on trouve, parce que c'est écrit par des gens qui vont faire le hamster, la souris, la gerbille, le machin, qui sont ni veto, ni éleveurs, ni rien du tout, donc forcément les infos sont pas toujours terribles, enfin soit. Je me suis démerdée avec ça quand même. J'ai une portée, ils avaient tous la couleur de papa, ça m'a tiqué, je me suis dit c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à chercher à fond la génétique, etc. Et en cherchant les trucs de génétique, je suis tombée sur des éleveurs. Je suis tombée sur Linda Price, donc une éleveuse américaine qui a fait des très bons sites. D'ailleurs, ils sont la base de tous les sites génétiques hamster qu'on voit à l'heure actuelle. Bref, des éleveuses étrangères qui m'ont pas mal expliqué, qui m'ont pas mal appris, plus tous les liens qu'elles m'ont donnés pour apprendre la génétique, donc c'était en anglais. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une éleveuse en Belgique. Je l'ai contactée, j'ai été la voir, je suis ressortie avec 3 hamsters de chez elle, et une adresse d'un club belge, et là c'était foutu. Ça a été club, expo, rencontre avec les éleveurs étrangers qui étaient bien plus avancés évidemment. Donc forcément, adoption de hamsters à l'étranger, et puis ben voilà, c'était parti, j'ai commencé à dresser tout doucement mon projet d'élevage. C'est vrai qu'à l'époque,
C'était très tâtonnant parce que autant il y avait des gens qui m'ont guidée, mais personne qui m'a pris sous son aile de A à Z. Donc forcément, il n'y a personne qui a suivi le projet depuis le début. Donc mon projet il est parti dans tous les sens au départ. Et c'est pour ça que je suis insistante sur les projets d'élevage quand les gens veulent se lancer, parce que je sais que c'est pas un truc qui va. Je vais être crue, on fait de la merde quand on fait ça, parce que ça a été mon cas. On fait des portées dans tous les sens. On prévoit ce qu'on va avoir comme bébé, mais le problème c'est qu'on n'a pas une ligne de conduite. Donc oui, une fois qu'on a eu ces bébés-là, on arrive au bout de notre mini-projet du truc et on n'avance pas en fait. On n'avance pas du tout, donc il faut vraiment avoir un projet à long terme et voir sur le long terme ce qu'on va faire et comment on va améliorer les individus qu'on a à la maison. C'est vraiment ça le but quand on fait de l'élevage. Bref, c'était pas du tout mon cas, donc ça a trépigné pendant 2 ans. J'ai fait beaucoup de portées, mais qui n'allaient en fait nulle part. Et puis j'ai commencé à rencontrer, à parler un peu plus avec d'autres éleveurs étrangers et ça a commencé à aller mieux. J'ai commencé à élever d'autres animaux, d'autres espèces et dans les autres espèces, c'est vrai que tout ce qui est projet d'élevage était plus avancé, donc forcément j'ai commencé à faire le lien entre les espèces, etc. Donc j'ai élevé de la gerbille, j'ai élevé du rat, j'ai élevé de la souris. Et ben voilà, du coup j'en suis venue à avoir des projets d'élevage plus ciblés, à avoir des hamsters mieux typés, etc. et à bien avancer. J'étais beaucoup livrée à moi-même et j'ai dû avancer en allant chercher à la pêche aux infos à gauche, à droite, une fois au club, une fois chez tel éleveur, une fois chez tel éleveur, et puis regrouper, faire mes expériences et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui, mais en attendant, le projet d'élevage, on a pas mal pâti au début, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vos débuts et qu'en retenez-vous de ces expériences? Du coup, tu vois, j'ai déjà répondu à la question. Moi, le plus dur, c'était le fait qu'en fait, je crée un projet d'élevage et la vraie condition pour que ce projet d'élevage voie le jour, c'était que je termine mes études, que j'emménage avec mon conjoint et on habitait dans un 36 mètres carrés. Un élevage en 36 mètres carrés, de Syriens dans 36 mètres carrés, en fait, c'est pas compliqué, ça relève du miracle. Donc du coup, ça a beaucoup freiné mon projet d'élevage et le problème quand un projet d'élevage est freiné, c'est que nos envies évoluent, nos connaissances évoluent, donc mon projet d'élevage au début n'avait plus rien à voir avec le projet d'élevage de quand j'ai démarré, même si très honnêtement j'ai encore réussi à rester calée. Ouais. J'ai rajouté des trucs en fait. Quand j'ai démarré, c'est au moment où j'ai démarré où là j'ai fait du ménage, je me suis dit ok ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, et ça m'a permis de me recentrer, et encore 1 an après, ben là, il y a encore récemment, en final, en début d'année, j'ai fini de faire mon ménage sur mon projet d'élevage. De toute façon, le projet d'élevage, c'est quelque chose, on a une base, et alors c'est quelque chose qu'on revoit chaque année. Tous les ans. Parce que, soit parce que ce qu'on a commencé à faire, finalement, ne prend pas la direction qu'on voulait. Donc là, il y a 2 solutions, soit on arrête, on recommence pour rentrer dans notre projet d'élevage, soit on continue sur ce qu'on a lancé, en général, c'est ça qu'on fait. Par exemple, typiquement, vous décidez de faire une lignée avec 2 couleurs, et il y en a une 3e qui arrive parce qu'elle n'était pas prévue et que finalement c'est celle-là qui a la plus belle morpho, c'est celle-là qui ont les plus beaux individus, ben vous redirigez votre projet d'élevage vers cette couleur-là, ou alors vous arrêtez cette couleur-là et vous reprenez la base à 0. Mais généralement on s'oriente plutôt alors vers ce qui marche bien dans nos lignées, forcément. Après, oui, le projet d'élevage, ça se revoit chaque année. Pour ça se revoit parce que nos idées changent forcément. Il faut faire un point, tout simplement. Savoir où on en est. Parce que le problème d'un projet d'élevage, c'est qu'à l'instant T, il est comme ça. Mais on a besoin tous les ans de faire le point et de se dire ok, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi. Ça, faudrait que je travaille un peu plus là-dessus parce que cette année, je me suis pas assez... Parce qu'il ne faut pas croire, on est humain à un moment donné. Il y a des fois, on a beau se fixer des règles, parce qu'on se fixe des règles, quand on choisit un hamster, le fait qu'il soit mignon ne suffit pas. Donc on se fixe des règles, sauf qu'on est humain, et puis à un moment donné, bah oui, mais il est mignon, puis ça, à l'instant T, Aurélie, c'est là pour ça, à l'instant T, ça lui plaît. Le problème, c'est que c'est pas forcément dans son projet. Donc en fait, chaque année, on a besoin, et même moi, on a besoin de s'auto-taper sur les doigts, parce que, à un moment, une portée, on a fait un mauvais choix, en fait. Et enfin, quand je dis mauvais choix, c'est pas que le hamster était pas bon, c'est pas ça. On a fait un choix qui tombait en dehors du projet d'élevage. Qui s'est éloigné. Donc on a besoin tous les ans de se taper sur les doigts. Il faut qu'on fasse un point tous les ans sur ce qui s'est fait sur l'année qui vient de passer et ce qu'on va faire sur l'année qui suit. Quand on fait un projet d'élevage, avant de se lancer, ce qui est important de voir, c'est l'infrastructure, c'est le nombre de portées que vous faites, c'est tout ce qui va découler de la façon dont l'élevage va être géré en général. Et alors après, vous avez le projet ciblé, donc ce que vous allez travailler précisément, les mutations, la morphologie, le caractère, la santé, et ça c'est des choses qu'il faut revoir régulièrement. Mais du coup, pour en revenir à la question le plus dur à mes débuts, en dehors de ce que j'expliquais dans la question précédente, j'ai eu épidémie de queue mouillée. Je pense que quand on a vécu ça, et qu'on continue de l'élevage, on peut tout vivre. Donc à l'époque, j'avais une 30aine de hamsters. Ils ont tous
chopé la queue mouillée à cause d'un bébé que j'ai ramené à l'animalerie, forcément. C'est ultra contagieux, la contagion est très rapide, donc ils sont tous tombés malades en 2 jours. Et la mort est extrêmement rapide. Et c'est mort sous 24 heures, donc il faut réagir grand vraiment tout de suite, tout de suite. Oui, en fait, je pense que c'est mort en 24 heures, mais tu dois donner l'antibio dans les 6-12 heures, un truc comme ça, bref. Donc la grosse catastrophe, heureusement à l'époque j'avais une amie qui élevait des cochons d'Inde et qui avait de l'antibio large spectre chez elle. Elle est venue à la maison, on a fait des injections. Ah, j'ai appris sur le tas à faire les injections d'antibiotiques sous-cutanées. On a fait une série ce jour-là et j'ai fait une série le lendemain toute seule. D'ailleurs, je me suis fait... La morsure que j'ai encore, la cicatrice à l'heure actuelle, ça vient de ce moment-là. Je devais aller, j'étais en stage à l'époque, je ne pouvais pas manquer. Donc j'ai quand même été en stage le lundi matin. Je suis rentrée chez moi le soir, j'avais une femelle avec des bébés de 14 jours. Je suis rentrée chez moi, la femelle allait bien parce qu'elle avait reçu son antibio et du coup elle reprenait un peu de peps. Sauf que, bah, évidemment, les bébés avaient bouffé toute son énergie, elle a pris loi de la survie, elle a tué tous ses bébés. Il y en avait 12 ou 13, je crois. Et donc je suis rentrée pour trouver une cage avec tous les bébés décapités, pardon pour les détails, et la maman qui allait bien, heureusement. Et voilà. J'ai 2 hamsters qui n'ont pas survécu à l'épidémie, seulement sur les 30 et quelques. Un qui n'a pas eu le produit à temps, et un qui a rejeté le produit. Mais quand on a vécu ça et qu'on continue à élever, ben, je pense que oui, je crois que je peux tout vivre en fait. Moi j'ai eu énormément de chance à mon début au final, parce que j'ai pas eu... C'est maintenant que ça commence J'ai pas eu de soucis au démarrage de mon élevage, des petits soucis de repos qu'ils voulaient pas prendre, des saillies qui fonctionnent pas, des portées qu'on attend pendant 6 mois, ça n'y a pas de problème. Mais j'ai pas eu de soucis jusque là, bah, ça fait 2 ans que j'élève et là, en début d'été, là, j'ai perdu l'intégralité d'une portée, d'une malformation qu'on n'a pas pu voir de toute façon sur les parents, parce que les parents n'ont pas la malformation, sinon ils ne seraient pas parents, ils ne seraient pas vivants de toute façon. Mais en fait, apparemment ce serait génétique et quelque chose qui porte, donc en fait ça s'est regroupé sur les petits. Enfin bon, voilà, j'ai perdu l'intégralité d'une portée et en fait, c'était, voilà, en fait ce qui était abominable, c'est que je crois que si j'avais perdu toute la portée le même jour, voilà, c'est un coup dur, voilà. Sauf que là, ça s'est dispatché sur 20 jours. Et après, j'en ai perdu 2 autres, elles avaient 1 mois et demi, 2 mois, donc là c'est carrément abominable parce que c'est plus des bébés en fait. Non mais ouais, sinon tous les jours... Puis c'est le fait de croire que c'est bon, que c'est derrière toi, qu'elles n'ont rien et qu'en fait... Ouais, parce que les deux qui sont morts bien plus tard, en fait, à un moment donné, on était sûr qu'elles allaient bien, puisqu'elles allaient bien, c'était un fait, hein, ça se voyait, elles allaient bien. Et le jour où je me suis dit, c'est bon, elles vont bien, je les présente sur la page Facebook, je suis rassurée, etc. Le lendemain matin, je me lève, je vais les voir et pas du tout. Elles étaient clairement atteintes, c'est juste que... c'était une malformation un peu spéciale et ça se voyait que dans certains cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se voyait que dans certains cas, et voilà, le cas s'était présenté. Et voilà. Donc c'est abominable et je le souhaite à personne, même si du coup ça m'a rodé façon de parler, disons que maintenant ça va, je pense que je peux ramasser des cadavres. C'est le monde de l'élevage, hein, malheureusement. Voilà. On s'habitue jamais vraiment à ça. Vraiment pas, et encore moins quand c'est des bébés. Les adultes, en fait, je crois qu'on le voit venir, puisqu'on voit qu'ils vieillissent vraiment. Mais les bébés, en fait, ils sont tellement dans l'âge où tout va bien, c'est mignon, etc. Si c'est vraiment maman qui a décidé de supprimer un de ses petits, on l'accepte et ça nous fait... Alors, je dis pas que ça nous fait rien, mais ça nous fait moins mal dans le sens où... naturel. Voilà, c'est naturel et on se dit si elle l'a fait, elle a une bonne raison. Par contre, comme là, ce que j'ai eu, en plus, on peut rien faire. Là, en l'occurrence, je ne pouvais strictement rien faire. Ne serait-ce que... Ben voilà, en fait, je me levais le matin, j'allais voir, je disais, hop, il en manque un. Hop, il en manque 2, ou hop, c'est bon, ils sont tous, mais contrairement au fait de perdre la portée en une seule fois, le problème de ce genre de situation, c'est que ça fait un coup à l'estomac. À chaque fois qu'on rentre dans la pièce, on se dit est-ce que les bébés vont bien, est-ce que je vais encore en avoir perdu. Et à côté de ça, ce que les gens oublient en règle générale, c'est que ben là, ça veut dire aussi arrêter d'éligner. Enfin, voilà, franchement, je le souhaite à personne. Et là, moi, j'avais déjà 2 ans d'élevage, je pense que j'aurais eu ça le premier mois. C'est pas grave, j'aurais continué parce que j'étais passionnée, hein, mais... Pourquoi avoir choisi ce nom d'élevage? Y a-t-il une signification particulière? Alors ça nous fait rire parce que ma réponse, elle la connaît puisque je la dis à chaque fois et que c'est la 4e fois qu'on prend cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis levée un matin
matin, je me suis dit, oh, hamster avec Yous à la fin, c'est sympa. Et boum. Voilà. Donc ça sera pas plus long que ça, parce que c'est comme ça. Et puis alors, c'est tout au sketch. Donc quand j'ai commencé, en fait, je n'élevais que du hamster. Et j'avais pris comme nom d'élevage Hamstérix. Sauf qu'après, j'ai commencé à élever de la souris, puis de la gerbille, et je me suis dit, ça va pas trop, genre les gerbilles de Hamstérix, ça le faisait pas. Je voulais un nom d'élevage un peu compliqué, entre guillemets. À l'époque, avec un copain, il me parlait de l'Yggdrasil, donc l'arbre de vie, et je me suis dit, ah ouais, ça va être bien, je vais faire la forêt des Yggdrasil. Donc ça a été mon nom d'élevage pendant quelques années. Sauf qu'après, j'ai commencé à fréquenter beaucoup plus les shows à l'étranger. Mon nom d'élevage, les étrangers, ça n'allait pas, c'était pas possible. J'ai fait ma grosse pause en 2010 et quand j'ai, enfin je crois que c'était 2008 à 2010. Et quand j'ai recommencé à élever, je me suis dit il me faut un nom d'élevage simple que les gens retiennent parce que mine de rien, il y a la pub quand même qui va avec le nom d'élevage, j'ai rien à faire. Si vous avez un nom d'élevage dans 3 km, les gens ils retiennent pas. Sur les pédigrés, c'est un enfer. Oui, ça aussi. Et comme je reprenais de toute façon des lignées à 9, c'était pas du tout les miennes. C'était pas dérangeant que je change de nom à ce moment-là. Donc voilà, et depuis c'est Stardust, et à mon avis ça va rester. Je me dis, l'avantage de Stardust, c'est que je peux élever ce que je veux, en fait, ça peut marcher. Combien de portées faites-vous plus ou moins par an? Alors, moi je fonctionne, vu que j'élève du coup du syrien, j'ai un énorme projet de Campbell à côté. Des fois je me demande si je suis éleveuse de syrien ou éleveuse de Campbell, très honnêtement. Sur mon projet d'élevage qui n'aura plein à voir dans 15 jours, les 6 premiers mois de l'année, je me concentre sur mon projet syrien parce que j'ai des Syriens qui à partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier veulent plus rien savoir. Et les 6 derniers mois de l'année, en théorie, je travaille sur mon projet Campbell. Là cette année ça va être un peu particulier. Mais du coup je dirais que j'ai les années moyennes 3-4 portées de Syriens, 5 grand max. Les Campbell j'en ai plus mais parce que c'est un gros projet. Là cette année on va tourner à 8-9 portées je pense dans l'année. Mais c'est un gros projet, mais après ça va se tasser et ça sera 4-5 portées. Donc ça fait 10 portées les deux réunies. En fait c'est difficile à répondre aussi parce que les projets, donc la première portée de l'année va dépendre de la réactivité des animaux et puis les suivantes vont dépendre souvent de la première portée ou de la deuxième. Donc parce qu'en fin d'année on reproduit les bébés qui sont nés en début d'année. Donc forcément si vous n'avez pas de portée en début d'année tout est décalé. Et le nombre de portées va dépendre du nombre de reproducteurs qu'on a et de la façon dont ils évoluent. Parce qu'évidemment, entre le moment où ils sont bébés et le moment où ils sont adultes, soit la couleur ne se développe pas bien, soit la morphologie se développe pas bien. Voilà. Et donc du coup, ou alors parfois on n'a même pas de mâle pour mettre avec ou de femelle pour mettre avec, ouais, ça arrive aussi. Bah après ça c'est une erreur dans nos choix et dans notre plan. Pas forcément. Ici par exemple, typiquement, on a dû arrêter la lignée avec le problème. Et du coup on se retrouve avec une partie des reproducteurs qui étaient prévus pour mettre avec cette lignée-là, et on n'a plus ceux qui vont avec. Donc des fois on s'est retombé sur nos pattes, des fois pas. Mais donc du coup, le nombre de portées qu'on fait par an, ça peut vachement varier. Moi j'essaye de tourner normalement sur les Syriens. Théoriquement, une fois que je démarre, je lance une portée tous les 2 mois à peu près. Donc ça m'en fait 5-6 par an. De manière générale, on garde à peu près le même nombre de portées par an. Par contre, c'est la manière dont elles sont dispatchées sur l'année qui change. C'est-à-dire que si on a des femelles qui ont le même âge, si on avait prévu 4 portées sur l'année, elles ont le même âge, c'est juste qu'on va les faire très rapprochées. Donc pendant, moi je sais que les Campbell, là par exemple, pendant un mois j'ai eu 6 portées. Mais là du coup, pendant quelques grosses semaines, mois, je vais pas en avoir du tout. Et on a des pause façon de parler après. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, la portée, une fois qu'elle est née, c'est bien. Il faut quand même encore qu'on place les petits, etc. Et on est des petits élevages. C'est primordial pour nous d'avoir des hamsters qui soient bien dans leurs pattes et qui aient de la place. Donc on ne les enchaîne pas, c'est pas l'usine. Oui, puis il y a le suivi, il y a trouver les adoptants, il y a... Puis le temps, même nous, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est pas notre métier. Hein, on fait autre chose à côté. Est-ce difficile de placer les bébés, de les voir partir avec des inconnus? Avez-vous déjà regretté une adoption et si oui, pourquoi? C'est difficile, non. Non, parce que moi, à partir du moment où la porte est née, jusqu'au moment où elle est placée, c'est pas mes hamsters en fait. Jusqu'à leur sevrage, c'est les hamsters de leur mère pour le coup. La mère m'appartient, mais les petits sont à elle. Au moment où je choisis mon petit sur la portée et souvent celui d'Aurélie, là oui, ceux-là je m'y attache parce que du coup on sait qu'ils vont rester, ils ont une identité et ils ont une place dans notre futur projet d'élevage. Donc ceux-là, oui je m'y attache fort, mais bon ils restent, donc c'est pas un souci. Les autres, au moment où ils quittent maman,
ils sont soit réservés, soit déjà en option, soit partis illico presto chez leurs adoptants. Donc en fait, ils sont jamais vraiment à moi sur la ligne. Donc oui, je m'y suis attachée parce que ça reste des bébés nés à la maison et tout. Mais je m'y suis attachée en me disant, c'est le hamster d'un futur adoptant. Donc je fais toujours attention à qui je place et tout. On sait qu'ils vont être bien, etc. Donc ça va. Moi, j'ai pas trop de mal. Même avec mes adultes, la plupart du temps, j'ai pas trop de mal. Je sais que quand ils partent de chez moi, c'est pour être bien. Et donc j'ai pas cette espèce de truc égoïste de ils vont me manquer, je veux les garder, etc. Parce que je sais pas si vous avez un peu suivi, moi je place pas mal en rehoming, donc c'est-à-dire que pour pouvoir tourner sur mon élevage tout en maintenant un nombre d'animaux restreint à la maison, comme ça je peux continuer à m'en occuper, je replace régulièrement des animaux plus âgés, des animaux qui ont déjà reproduit ou des animaux qui ne vont pas reproduire parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, ça colle pas une fois qu'ils sont adultes. Je replace régulièrement avec beaucoup de soins évidemment. Mais ces animaux, je sais qu'ils vont être mieux que chez moi encore. Après, les placements qu'on regrette, il y a deux types de placements. Moi, je sais que j'ai regretté un placement parce que j'ai finalement récupéré la femelle parce que ça s'est extrêmement mal placé. J'ai appris que elle était clairement à l'abandon au fond d'une pièce, etc. Donc là, dans ce cas-là, j'ai récupéré la femelle. On ne peut pas toujours réussir nos placements. Il faut savoir qu'on n'est pas gendarme. On ne peut pas aller faire des fouilles et des perquisitions, etc. à l'appartement pour s'assurer que le hamster va être bien. Donc on demande des photos et tout, mais c'est basé quand même sur de la confiance. En l'occurrence, j'ai eu la chance de récupérer la choupette en question, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Oh non. Et après, il y a aussi les placements qu'on regrette dans le sens où, moi ça m'est arrivé une fois au final, placer en rehoming, souvent c'est du rehoming, hein, ce genre de truc-là, placer un rehoming et au final se rendre compte que c'est même pas par égoïsme là pour le coup, c'est vraiment de se dire, elle me manque terriblement, mais vraiment, au point où vraiment les larmes aux yeux arrivent vite quand vous y pensez et que vous regrettez. Là, moi, pour le coup, il y en a une que je regrette, mais je sais qu'elle est très bien et tout, et je remercierai jamais. C'est l'adoptante, c'est pas ça. Hein. Mais mon Dieu, mais si j'avais su, jamais de la vie. Et le problème, c'est qu'il y a des hamsters comme ça où on se rend pas compte de l'attachement qu'on a tant qu'on n'est pas là. Ouais. Moi, j'ai eu le cas une fois, je suis très contente de l'avoir placé, mais égoïstement, waouh, qu'est-ce qui me manque. C'est tout le temps les rehoming qui nous manquent. Les bébés ne nous manquent pas parce qu'on les a pas assez côtoyés. Quand ils partent de chez nous, leur caractère est vraiment pas figé, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens, vous savez, le caractère ça bouge jusqu'à longtemps. Donc les bébés on s'attache parce qu'on les aime beaucoup et qu'ils sont mignons et tout, mais ils n'ont pas une identité, enfin voilà, ils nous manquent pas dans ce sens-là. Par contre les adultes en rehoming, moi je sais que maintenant, ça va être plus compliqué de placer en rehoming. Moi j'avoue que c'est un truc que j'essaye de passer au-dessus de mes propres émotions pour ça, parce que je sais que chez moi ils sortent pas assez, ils n'ont pas assez d'attention par rapport à ce qu'ils pourraient avoir dans une famille où il y a 2 ou 3 hamsters maximum. On n'est pas là pour les collectionner à tout prix, hein, parce que avoir beaucoup d'animaux, même si on est éleveur, etc., c'est forcément restreindre le temps qu'on accorde à chacun. Que vous ayez un hamster ou vous en ayez 150, votre journée fait que 24 heures, de toute façon, donc c'est pas possible. Donc oui, il y a de la priorité. Je pense que là, on met des priorités sur ceux qu'on ne placera pas. On essaie, en tout cas. Mais voilà, il y en a toujours qui restent à la maison point barre. Et comme ceux-là prennent de la place, du temps, de l'énergie, forcément, il y en a, il faut les replacer parce que, ou alors il faut couper. Il faut accepter de dire mon éthique fait que ceux-là, ils vont pas sortir, ils n'auront pas de sortie dans le parc, ils n'auront pas de sortie en liberté. Ceux-là, je m'en occupe pas, ils sont là pour produire. Savoir faire des choix, en fait, tout simplement. C'est des choix à faire à l'instant T. Ça dépend de chaque personne. Je sais qu'il y en a qui ont plus tendance à rire. Mais c'est des choix personnels et c'est des choses qu'il ne faut pas juger. Parce que vraiment, c'est vraiment personnel. On ne connaît pas, même si on sait ce qu'elle fait dans la vie, etc., on ne sait pas à quel point elle est attachée à tel hamster. Je refuserais vraiment que quelqu'un juge une autre personne devant moi sur ce genre de choses. Je sais que la remarque m'a déjà été faite comme quoi, oui, tu rayonnes beaucoup, etc. Enfin, ne jugez pas, quoi. Vous ne vivez pas dans nos pièces d'élevage, vous ne vivez pas avec notre rythme. Et c'est valable pour tous les éleveurs, même pas que de hamsters, hein. C'est valable pour tous les éleveurs en règle générale. Je sais que dans le monde du rat, on ne rayonne pas. Voilà. Dans le monde du rat, on ne rayonne pas. En même temps, les rats, ça vient ensemble. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que dans le monde du rat, on ne rayonne pas. Et il m'est déjà arrivé qu'une éleveuse de rats me dise « Moi, je trouve ça scandaleux, vous rayonnez comme ça et tout. » Oui. Nous, un hamster, ça vit tout seul dans 80 par 50 cm. Et ça doit sortir. Et ça doit sortir, etc. Les éleveurs de rats peuvent mettre 15 rats dans une royale.
Nous, c'est pas possible. Même si on a une royale, c'est un hamster. Voilà. Allez, c'est 4 candelles. Wouh. Voilà, donc c'est pas possible. Et c'est pas de l'abandon, il faut savoir qu'en général, on est encore plus chiante sur les adoptants des adultes que sur les adoptants des bébés. C'est genre pire. Quand je réhomme un hamster, je pars du principe que la personne ne doit pas avoir beaucoup de hamsters parce que sinon autant que je le garde. Donc en général, quand je réhomme un hamster, je m'assure que ça va être le hamster unique de la maison ou alors qu'elle en a 2 et que ça va être le 3e. J'ai vu des gens aussi qui me disaient t'as qu'à attendre qu'il soit plus là pour en prendre des nouveaux. Mais à ce moment-là, on n'a aucun projet d'élevage derrière parce qu'il faut savoir que le hamster, bon, admettons qu'il vive 2 ans et demi, 3 ans, il va reproduire pendant 6 mois, 6-8 mois grand maximum. Et donc ça veut dire qu'un tiers de sa vie, il est là en reproduction et 2 tiers de sa vie, il sera là sans reproduire. Donc vous allez perdre, si vous devez attendre que les hamsters soient décédés pour continuer et reprendre des nouveaux, vous perdez en fait votre lignée parce que vous n'avez pas le temps de reproduire les enfants en attendant que les parents soient décédés. Donc vous n'avez aucun projet d'élevage derrière, c'est impossible d'avancer comme ça, c'est pas possible. Ouais. Donc le choix est entre je garde tout, comme ça on ne me dit pas tu fais du rehomming, mais en même temps on n'a pas le temps physique de sortir tout le monde et de s'occuper tout le monde de la même façon, ou on fait du rehomming, tant pis pour nos choix personnels, tant pis pour notre affection pour les animaux, en faisant attention évidemment où on les place. Et voilà. Mais par contre, juste une chose, il faut savoir que le rehomming, on en fait tout un sketch, mais c'est plus triste pour nous que pour les hamsters. Ouais. Oui, eux, ils s'en vont royalement. C'est pour nous, soyez tristes pour nous, pas pour les hamsters qu'on remplace. L'élevage est-il votre métier? Considérez-vous votre élevage comme un supplément de salaire dans le sens où vous gagnez de l'argent par rapport au coût, ou comme un hobby dans le sens où ça ne vous rapporte rien, voire coûte plus que ça rapporte? Déjà, c'est une question qui ne devrait même pas exister en fait, parce qu'à chaque fois, ça me rappelle à quel point j'ai pas un rond. Non, c'est absolument pas notre métier. De la manière dont on élève, c'est-à-dire avec une éthique qui respecte grandement l'animal, on ne peut pas gagner d'argent avec l'élevage. Et je dirais même, on ne peut pas rentrer dans nos frais avec l'élevage, c'est pas possible. Ou alors, on respecte pas l'éthique qu'on donne, c'est pas possible. Aujourd'hui, on élève des hamsters, on a décidé que nos femelles, elles reproduiraient pas plus de 2 fois dans leur vie. Elles vivent 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, elles reproduisent 2 fois. Si elle fait 8 bébés à chaque fois, on a 16 bébés sur sa vie. Moins 2 qu'on garde. Plus celui que je donne à Aurélie sur chaque portée, ça veut dire moins 4 bébés. Voilà, on les place qu'à 15 €. Quand on les place, ils ont déjà 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été 8 ou 9 à manger pendant 1 mois et demi. 15 €, c'est même pas le prix de la nourriture qu'ils nous ont coûté. Ah mais puis alors vraiment, et puis loin. Ouais. À côté de ça, il y a la litière, il y a les habitats, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on a juste un hamster, l'habitat il peut faire la vie de 3, 4, 5, 6 hamsters. Quand on a un élevage, ça tourne énormément, nos habitats on les déplace, on les remet, on les bouge, on les nettoie, on les désinfecte, parce que dès que ça change de hamster, on est obligé de désinfecter, on les casse. Très souvent, on les achète d'occasion parce qu'on n'a pas les moyens, hein, clairement. Donc, on a des habitats qu'on change sans arrêt. Les roues, on passe notre temps à les changer. La litière, mais la litière, j'en parle même pas. J'ai une trentaine d'habitats. Quand j'achète de la litière, bientôt, je la ferai venir sur palette, ma litière. Donc, enfin, vraiment, c'est un budget colossal. Et je parle même pas des expos aux Pays-Bas qui me coûtent 350 € le week-end. C'est pareil, il y a un truc que les gens oublient, mais quand vous achetez votre hamster 15 €, nous, nos amis allemands et néerlandais, ils nous assassinent. Hein. C'est 20, 25 € facile. Bref, vous ne gagnerez pas d'argent en faisant un élevage de hamster, oubliez tout de suite, à moins, parce que moi il n'y a pas de problème, je vous donne une méthode hein, pour gagner de l'argent. Vous les mettez sur copeaux, dans des cages de labo, avec des bouchons, clairement, et vous les mettez plusieurs par cage, hein, parce que si vous avez 40 hamsters et 40 cages de labo, ça va vous coûter cher. Donc vous les mettez plusieurs par cage, c'est pratique. Et puis alors surtout, vous ne comptez pas les portées que font vos femelles, hein, parce que si vous les comptez, ça veut dire que vous allez vous arrêter à un certain nombre, et après, elle va vous coûter de l'argent. Donc là, oui, vous allez commencer à gagner de l'argent, mais dans ce cas-là, vendez aux animaleries, quoi, parce que ça revient au même. Et alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je m'étais un petit peu renseignée aussi pour avoir un statut d'éleveur amateur. Le problème, c'est qu'on, c'est pas possible. Si vous vous déclarez, vous vous déclarez. Donc comme un indépendant, ça veut dire que ça devient un commerce. Ça veut dire que vous payez des taxes. Que vous vendiez ou non, vous payez des taxes. Donc non seulement l'élevage vous coûte des sous, mais en plus vous devez encore donner des sous à l'État. Ouais, comment dire. Et puis je vais même vous dire mieux que ça, pour m'être renseigné et renseigné, vous ne pourrez pas vous déclarer en élevage, en petit élevage de hamster. J'ai déjà essayé d'appeler la VDPP, on m'a ri au nez. On m'a dit mais vous faites quoi comme élevage? J'élève des hamsters, c'était pour savoir un peu la législation. On m'a dit non mais l'élevage de hamsters, on m'a dit vous en avez combien? 300? 400? Non, moins de... Alors je voulais pas avoir l'air trop ridicule,
moins de 40. Ah non, mais laissez tomber, hein, ça vaut pas le coup, vous êtes un particulier en fait. Oui, bah oui, je suis un particulier, mais je voulais... D'accord, au revoir madame. Donc non, c'est pas possible, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, vous n'allez pas... Enfin, vous gagnez pas d'argent, ils le savent très bien, hein, et puis s'ils le savent pas, moi je vais leur rappeler, il n'y a pas de problème, je leur montre mon budget, ils vont pleurer... Oui, on garde la comptabilité. Hein. Les deux en même temps, éthique et gagner de l'argent, c'est pas possible. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit on gagne des sous et on fait n'importe quoi, soit on fait de l'éthique et on perd des sous. Pouvez-vous nous expliquer comment vous gérez la reproduction, la génétique, le choix des parents, etc. Non, on va faire ça. Ouais, non, c'est pas possible. Dans une vidéo, là, on pourra vous en faire une juste pour ça, à la limite. Mais grosso modo, encore une fois, on a un projet d'élevage, on s'y tient, c'est ce qui nous permet de faire nos choix. Ouais, je pense que dans nos vidéos sur la présentation de notre élevage, parce qu'on ça aussi, ça vient un jour, on vous fera un truc plus détaillé sur la façon dont on gère notre projet d'élevage. Parce que c'est pareil, on ne sélectionne pas de la même manière puisqu'on n'a pas les mêmes projets. Donc chaque éleveur a ses méthodes. Donc oui, je pense qu'on va vous faire, de toute façon c'est prévu, une vidéo chacune, sur chacune notre élevage à nous pour vous le présenter. On abordera rapidement le sujet sur ce qui est nos priorités, même si les priorités sont les mêmes pour tous les élevages éthiques, mais vraiment sur quoi nous, précisément, on sélectionne. Avez-vous des anecdotes à nous raconter à propos de votre élevage, des perles des adoptants? Ah si, moi j'en ai une. La petite famille qui arrive, alors attention, la famille, hein, complète. C'est-à-dire, il y a papa, il y a maman, et quand je dis papa-maman, c'est plutôt papi-mamie. Hein. Il y a papa, il y a maman, il y a la fille qui a déjà une trentaine d'années, puis il y a le petit-fils, il y a le machin, il y a le truc, donc toute la famille, hein, pas de problème, allez-y, wouh, c'est la fiesta. Il y a mamie, il y a même mamie qui ne peut même pas monter dans la pièce d'élevage, puisque ma pièce d'élevage est à l'étage et que mamie ne peut pas monter les escaliers, qui vient et qui envahissent la pièce d'élevage. Alors déjà, c'est ce qui m'a grandement refroidi de faire rentrer les gens dans la pièce d'élevage, mais qui envahissent la pièce d'élevage comme si c'était chez eux. Jusqu'à même aller dire « Oh, il est mignon celui-là » et ouvrir le terrarium. Voilà, donc non, ça se fait pas. Ou alors la personne qui veut manipuler et puis le hamster est un peu speed, etc. Je lui dis on manipule près du sol parce que ça arrive qu'il saute, qu'il se lève et le hamster qui tombe de la hauteur de la personne alors que le hamster a 3 semaines grand maximum. Je suis devenue rouge écarlate. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc. Alors, c'est l'anecdote, je suis désolée, c'est pas drôle du tout, hein. Mais c'est le genre. On n'a pas demandé du drôle. Hein. Voilà, bah, de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. C'est le genre de truc qui arrive. Après, oui, si, on a typiquement les adoptants qui arrivent, on parle dans la pièce d'élevage. Alors là, il y en a certains qui vont se reconnaître parce que je sais qu'ils regardent nos vidéos. On entame une discussion, et puis il y a Mango au fond de la pièce d'élevage qui décide de discuter avec nous. Et on est obligé de sortir de la pièce d'élevage parce qu'on ne s'entend plus. Puisqu'il crie plus fort que ce que moi je parle. Et comme je parle beaucoup, il criait beaucoup. Voilà. Mais sinon, ouais, des perles, des anecdotes, moi comme ça... Mais en fait, on s'habitue. Oui, en mauvais, oui. Genre, je peux vous dire pourquoi je ne fais plus de covoiturage avec les gens que je connais pas. Je peux vous dire pourquoi je prends plus les gens à la maison. Je peux vous dire pourquoi je ne fais plus rentrer les gens dans ma pièce d'élevage. Tout ça, oui, c'est des anecdotes, mais c'est pas des sympas. Des fois, on a des petites pépites. Genre, typiquement, oui, bonjour, alors ça, je l'ai eu récemment. Oui, bonjour, on aimerait avoir un hamster dans chaque classe de notre école. Est-ce qu'actuellement, vous avez une portée? Pardon? Non, mais non. Mais jamais d'avis. Mais c'est le genre de truc, j'ai même pas répondu. J'ai piqué direct sur la corbeille, quoi. Comment vous organisez-vous pour les vacances? Quelles vacances? Bon, on part pas en vacances. Avec quels sous? Déjà, on n'a pas les moyens de partir en vacances. Et puis on n'a pas le temps. Plus sérieusement, moi là par exemple, je vais partir une semaine en vacances. Depuis que j'ai démarré l'élevage, c'est mes premières vacances. Sinon, on a quelqu'un qui passe pour vérifier si on part plus de 2 jours. Et sinon, on part pas en vacances. Au pire, on prend des week-ends. Voilà, mais on part en vacances à Autun. C'est ça. En fait, nos vacances, c'est les expos. Et en plus, c'est pas une blague. Moi, la plupart des week-ends que je fais, soit je vais en expo, soit je vais voir une amie qui a des souris à La Rochelle. Youhou, c'est les grandes vacances. Voilà. Donc non, franchement, je vais chez Aurélie. Là, par exemple, elle est en vacances. Je suis en vacances. 3 jours de vacances, les gars. Votre plus gros coup de cœur chez les hamsters? Il y en a beaucoup, c'est dur d'en mettre un spécifiquement. J'avais une femelle, la fille de ma première hamster vraiment de show qui venait de Suède. Ça a été la fin du monde quand je l'ai perdue, mais genre vraiment la fin du monde. C'est toujours des histoires tristes en fait. Ouais, en fait vos questions c'est pas très rigolo. Hein. Prochaine fois on fera une FAQ joie. C'est pas mieux les FAQ joie? Moi sans surprise c'était donc Affinity que j'ai perdu hier.
Ça c'est joyeux cette vidéo, moi je kiffe cette vidéo. Donc hier, voilà, je ne m'étale pas parce que sinon je vais pleurer. Allez, suivante. Alors, Lee, après toutes ces années d'élevage, as-tu toujours la même étincelle qu'au début? Oui et non. J'ai toujours une étincelle, j'ai toujours énormément d'envie d'élever. C'est pas moins, mais c'est pas la même chose. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé l'élevage, j'avais encore pas vu grand-chose évidemment, c'est de la découverte au début. J'avais envie de voir toutes les mutations, j'avais envie de découvrir les nouvelles mutations, j'avais envie de travailler les trucs un peu plus rares, j'avais envie d'aller chercher des gènes à l'étranger, de commencer à travailler ça, de fixer un peu le caractère sur certaines lignées qui étaient un peu plus caractérielles. C'est des choses de début d'élevage, c'est normal, et ça c'est tout ce qui me motivait quand j'ai commencé. Maintenant, ça fait 15 ans, forcément c'est plus la même chose. J'ai vu énormément, j'ai eu quasiment toutes les mutations en main. Je sais ce que c'est que de bosser avec des mutations récentes et je ne ferai plus ça, parce que c'est vraiment pas drôle. C'est plus les mêmes trucs qui me motivent, par contre la motivation elle est toujours là évidemment. Maintenant c'est beaucoup plus travailler la morpho, vraiment beaucoup améliorer la morpho. La précision. Oui. C'est plus dans la précision alors qu'au début, mais même moi qui ai que 2 ans d'élevage, j'ai démarré, je voulais une lignée travailler la couleur unie, une lignée travailler la morpho, je me suis retrouvée avec du silver gris, tout le pâté caisse. Je travaillais toujours la morpho, mais je me rends compte maintenant que j'ai 2 ans derrière moi, je me rends compte que maintenant je suis déjà plus précise dans le sens où à la maison je crois que j'ai plus une seule couleur que j'ai. J'en ai une, Hawaï, c'est la seule qui a une couleur qui me plaît, une couleur qu'à la base je voulais travailler, voilà. Mais sinon je suis dans la précision de la morpho, mais du coup on fait pas toujours vraiment ce qu'on a envie, on fait aussi... Et c'est plus maintenant le côté améliorer la morpho, et puis commencer à bosser aussi sur tout ce qui est transmission épigénétique. Moi ça commence vraiment à m'intéresser. Donc en gros, c'est simplement tout ce qui est facteur externe, donc qui n'est pas au départ dans les gènes de l'animal, donc de la mère et du père, mais qui va se transmettre quand même aux petits. Donc tout ce qui est environnement, enrichissement de la cage, nourriture, les réactions qu'on a vis-à-vis de l'animal, l'apprivoisement, le caractère, etc. Tout ça c'est de l'épigénétique, donc c'est pas quelque chose qui va se transmettre de manière simple, genre la mère elle est gentille, le père il est gentil, les bébés sont gentils, c'est pas simple comme ça, c'est tous des facteurs qui soient internes et externes et c'est vraiment à ça que je m'intéresse pour le moment. D'ailleurs typiquement mon projet de Roborowski là, qui va commencer en septembre, je vais essayer de travailler sur le caractère, donc le caractère c'est beaucoup de l'épigénétique. Alors, dernière question, wouhou! Si vous pouviez élever une autre espèce, même hors rongeur, laquelle ce serait? Bah moi mon rêve c'était les chevaux, il n'y a pas de mystère, mais voilà, l'accident a fait que ça n'a pas pu être possible. Je réfléchis parce que j'ai élevé pas mal de trucs et il n'y a rien qui m'est resté comme les hamsters. Moi je pense, après je le ferai pas parce que je suis photo de la place et tout, mais dans une vie utopique, je pense que des lapins, tu vois, ça c'est un truc qui me botterait parce que je trouve ça trop... C'est enfant, hein, mais je trouve ça trop cute en fait. Je trouve ça trop mignon et tout, donc ouais, des lapins, mais sinon, ouais, c'est des chevaux. Mais en rongeur pur et dur, si je devais élever un quatrième espèce de rongeur, ben, j'ai arrêté les souris, mais les souris, c'était cool. Trop de problèmes de santé. Ça, Ouais, après, bah, moi je vois, on a une amie qui fait de l'élevage de souris, elle n'a pas particulièrement de gros problèmes de santé, mais c'est un gros travail, mais... Ah, la souris, je trouvais ça sympa. Et moi, c'est plus de l'exotique en fait. L'exotique, ça me botte. Je pense qu'on est assez épanouis en fait. Oui, bon, en rongeur, j'avoue, j'ai essayé beaucoup et il n'y a plus rien qui me tente. Enfin, oui, en hamster, oui, ça va toujours revenir, mais pour le reste, moins. En fait, une fois que vous avez trouvé votre truc, ouais. Je crois que ça sert à rien de se dire oh j'aimerais. Non, si tu as trouvé ton truc, tu as trouvé ton truc en fait. En autres animaux, c'est difficile à répondre parce que en fait, j'adore les chiens, mais vraiment énormément. Sauf que c'est tellement fort, je crois que j'arriverai pas à faire de l'art pro avec. Je crois que oui, je crois que je me bousillerais l'esprit et la santé en stressant pour ma femelle, pour la mise bas, pour la gestation, pour... Non, je crois pas que j'y arriverai en fait. Et les chats, c'est un truc qui me botte et que j'adorerais reproduire. Mais ça, pour le coup, je le ferai pas parce que je sais que les chats, c'est tellement un problème. Il y a tellement... Alors après, je parle pas des éleveurs, c'est pas la faute des éleveurs, c'est pas du tout ça. Hein. Mais du coup, je pense que j'y arriverai pas parce que j'aurais tellement peur pour mes chatons et tout. Parce que là, pour le coup, chez les chats, c'est vraiment un problème de... Nous, éleveurs, on fait du bon boulot, mais après, il y a les adoptants derrière. Et pour le coup, les chats, les chats, je pense que autant en hamster, j'ai pas de soucis,
Autant si j'élevais du chat, je n'arriverais pas à les classer parce que j'arriverais pas à avoir confiance aux adoptants. Voilà, c'est la fin de vos questions. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y en a encore qu'on n'a pas sélectionné. On vous refera des FAQ, pas de soucis. La prochaine fois, je pense qu'on fera des vrais thèmes et on en sélectionnera moins. Mais là, on voulait tellement s'excuser que ça a traîné depuis des mois et des mois parce que Aurélie n'avait pas enregistré que non, là, du coup, on a fait une grosse. Mais de toute façon, on répond toujours à vos questions dans les lives. On essaye d'en faire le plus possible. Et alors là, pas de soucis, pendant les lives, on répond à tout. Et avant de nous poser des questions, vérifiez qu'on n'ait pas répondu dans d'autres vidéos. Vous voyez, à la fin de certaines vidéos, on répond à des questions. Donc fouillez un peu dans les vidéos et puis regardez les anciens lives aussi, on répond à énormément de choses. Et n'hésitez pas à poser en commentaire, hein. Il arrive qu'on réponde dans les commentaires d'ailleurs. Très souvent, là. Quasi tout le temps. C'est peut-être moins sympa qu'en vidéo, mais au moins vous aurez une réponse. Et puis voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Typiquement le score. Oh, on aurait dû tourner une caméra par là. Pourquoi on n'a pas fait ça? Je crois que vous n'avez pas vu, mais en fait, il y a mon chat qui vient de se casser littéralement la gueule. C'était très beau à voir. C'est magnifique. Donc je disais, on prévoit ce qu'on va avoir comme bébé, mais le problème c'est que je suis en train de digresser, mais c'est pas grave. il est sur notre groupe de conseils Facebook. Je suis désolée, il y a mon chat qui fait le vidéo là, alors ça me perturbe des fois, il fait des grands gestes, elle me fait peur. Donc je le publie.